Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, la banlieue et sa jeunesse. Ce ne sont pas seulement les émeutes comme celle du début de l'été dernier. L'écrivain Insa Sané les raconte, la banlieue et la jeunesse, depuis bientôt 20 ans dans de formidables romans. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Noiret, tout comment l'actualité résonne dans les programmes Actu Anniversaire et Programme d'Histoire aujourd'hui. C'est un 5 septembre que fut en effet instauré le service militaire. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, escapade en Normandie autour de la découverte d'un squelette qui daterait du début du 7e siècle. Et puis enfin, nous retrouverons Candice Anzel et ce nouveau rendez-vous dans la quotidienne Conseil de famille. On va parler parentalité. Vous avez eu un petit peu de mal à savoir ce qui s'était passé le jour de la rentrée de votre ado. Et bien Candice a mené l'enquête, elle vous dira tout. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Ces deux-là n'avaient pas de grandes chances de se rencontrer, encore moins de se reconnaître, mais magie de la littérature, notre invité les a réunis dans une nouvelle, un petit roman, une nouvelle belle et percutante, comme toute son œuvre d'ailleurs, le titre Carambolage. Le texte vient de sortir chez Nathan et il est l'œuvre d'un artiste qu'on aime énormément à la quotidienne, Insa Sané. Insa, bonjour. Bonjour, merci d'être fidèle au rendez-vous, on est super content de vous accueillir. J'ai dit artiste parce que vous écrivez, mais vous slamez, vous rappez, vous faites plein de trucs. Ouais, plein de trucs, de la comédie, des scénarios, voilà. Tout autour des mots. Ces deux personnages qui ne se seraient pas forcément rencontrés dans la vraie vie et dont je parlais en intro, ce sont Philidier et Christelle. Vous nous les présentez ? Alors Philidier, c'est un jeune homme qui est un lycéen qui vit en banlieue, une banlieue qui ressemble à Sarcelles, ma banlieue préférée, ma ville préférée. Vous êtes arrivé quand vous étiez enfant ? Ouais, c'est ça. Et Christelle, elle vit dans le centre-ville que je détermine pas forcément parce que je pense que tous les centres-villes se ressemblent de par le monde et surtout en France. Et Carambolage, ça va être la rencontre de deux univers et surtout c'est aussi la vitrine du monde de la société dans laquelle on vit actuellement, une société qui a du mal à discuter, à dialoguer et qui reste dans ses certitudes et refuse de voir les certitudes et d'accepter les certitudes des autres. La situation de départ, elle est assez banale. Ils doivent préparer un exposé ensemble. Il y a énormément de sujets qui s'entrelacent dans ces 50 pages. Celui qui domine, dans ma lecture à moi, c'est cette tentation de ranger le monde en deux catégories. C'est ça. Eux et nous, c'est dit à plein d'endroits. Ces gens-là ne sont pas comme nous, Christelle. Ça, c'est ce que dit la maman de Christelle quand elle doit, Christelle, accueillir Philidier. Et puis à un autre moment, l'un des deux personnages dit à l'autre, et alors c'est drôle, je ne sais plus lequel, vous pensez toujours que vous avez raison, le monde ne tourne pas autour de vous. Ok, c'est qui vous ? Exactement. Voilà. Et c'est Philidier qui dit ça, ouais. Christelle. Et ça, c'est le cœur de ce que vous dites, le eux et nous, qui est le début du racisme. C'est le début du racisme, c'est le début des antagonismes, c'est le début des petites guerres. Même dans une banlieue, comme une ville comme Sarcelles, on a une cité qui est à côté d'une autre cité, on parlera des gens de l'autre cité comme si c'était eux. Et on est tout proche, il y a une rue qui sépare, mais on ne sait pas s'entendre. Alors que faire quand on doit traverser le périphérique pour rencontrer l'autre qui est différent de nous, l'autre qui vit des choses qu'on pense différentes des nôtres, et surtout on a l'impression souvent que les autres ont soit le monopole du bonheur, soit le monopole de l'avenir, etc. Donc ça crée effectivement du conflit, mais ce conflit naît d'abord du fait que les gens ne se rencontrent pas, ou quand ils se rencontrent, ils ne se parlent pas. Dans le rapport eux et nous, il y a aussi le côté intérieur-extérieur, il y a le côté banlieue-grande ville. Je veux dire Paris pour faire simple, parce que si vous dites que c'est Sarcelles, c'est quand même beaucoup sur Paris. Il y a une phrase que vous écrivez que je trouve très, à la fois juste et belle et inattendue. La grande ville ne sait pas qu'elle fait de l'ombre au reste du monde. Ça veut dire plein de choses à la fois, elle s'en fout. Elle s'en fout du reste du monde, mais en même temps, elle n'est pas en tant que telle méchante. Elle n'a pas conscience que le reste du monde existe. Voilà. Et dans les propos qu'on entend à la télévision quand il s'agit des jeunes de banlieue, des jeunes des quartiers, on a souvent l'impression que ces gens parle de ces populations comme si c'était un zoo ou comme si c'était, comment dirais-je, un hôpital psychiatrique qu'il faut absolument soigner les autres. Et Paris, en tout cas les centres-villes, sont souvent repliés sur eux-mêmes, ouais. se regardent le nombril. Et quand tu habites en dehors de ces périphéries-là, en dehors du centre-ville, c'est extrêmement difficile d'arriver à Paris. C'est difficile de rentrer. De rentrer à Paris parce qu'il y a énormément de codes, il y a le fait de prendre les transports et il y a les contrôles d'identité, il y a la peur du flic, il y a le fait ça, que on va en parler parce que c'est dans le bouquin, les contrôles aux faciès, les violences policières. Ça m'évoque ce que vous dites là, je ne sais pas si vous l'aviez vu et si vous en souvenez, mais la toute dernière scène de La vie scolaire, le film,
film, de Grand Corps Malade, et où il y a ce zoom arrière absolument dingue, où en fait on a passé tout le film dans une classe de SECPA, sans doute en Seine-Saint-Denis, je ne sais même plus s'il le situe ou pas, et on se rend compte que Paris est à quelques encablures et qu'il suffit de dézoomer, et il y a la Tour Eiffel est là, c'est juste à côté, mais c'est un autre monde. On parle peu des réseaux sociaux dans votre livre, mais les réseaux sociaux dans la vraie vie, ça renforce encore ces oppositions de réputation, d'enfermement dans sa culture. C'est quelque chose que vous voyez. Je ne sais même pas quel est votre rapport à vos réseaux sociaux. Je suis tout jeune maintenant. Moi, je ne suis pas très jeune, je n'ai pas grandi avec ça. J'ai grandi avec Super Mario Bros, mais la première version. Donc, je ne suis pas très réseau, mais par contre, je suis curieux. Mais vous le voyez chez les jeunes, et notamment chez vos jeunes lecteurs. Pas seulement chez les jeunes, chez les plus âgés. Il y a un enfermement dans des certitudes. Il y a une capacité à dialoguer, mais c'est le reflet de ce qu'on voit à la télévision, c'est qu'on on fait aucun pas vers l'autre, on est dans nos certitudes. Sauf sur School TV, sur la télévision aussi, mais sur School TV, on va vers l'autre, on se parle. Il y a une morale dans Carambolage, vous l'avez dit au début un peu, c'est que l'humanité, ça commence par aller vers l'autre, mais aussi par le reconnaître comme être humain. C'est ça. Tu es le même que moi. Avoir juste de l'empathie. En fait, c'est le propre de... Normalement, l'être humain domine les autres animaux parce qu'il a su faire preuve très tôt d'empathie. Le sens de la coopération, le fait qu'on ne laisse pas l'enfant par terre, on le garde dans les bras jusqu'à ce qu'il puisse marcher par lui-même, le fait de soigner ses anciens, le fait de soigner les plus faibles, le fait de dialoguer et de coopérer. Normalement, c'est ça, mais on a l'impression qu'on est retourné largement en arrière. Si un homme du passé venait sur les réseaux sociaux, il se dirait, mais ils sont dingues. C'est la préhistoire. Même avant la préhistoire, c'est complètement dingue. Comment retrouver son humanité? C'est un des thèmes de Carambolage. C'est chez Nathan, c'est signé Insa Sané. Insa, on se retrouve juste après l'anti-sèche, Brandon Moirette. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité rencontre les programmes. Actualité anniversaire aujourd'hui. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. 5 septembre, et on revient avec vous sur la création du service militaire. On remonte en 1798. C'est le directoire 1798? Effectivement, il est né sous le directoire grâce à Jean-Baptiste Jourdan qui fait passer une loi à l'Assemblée. On appelait ça le Conseil des 500 à l'époque. Tous les Français âgés de 20 à 25 ans sont concernés. Le but est d'alimenter les guerres napoléoniennes. On manque d'hommes, évidemment. Les recrues sont tirées au sort. C'est la particularité. Et il y a même une chanson qui voit le jour pour vous montrer à quel point ce système est extrêmement impopulaire. Ça s'appelle le conscrit de 1810. Écoutez les paroles, elles sont très explicites. Vous allez l'entendre. Je suis un pauvre conscrit de l'an. Le mêlé au cil préfet n'en sont de jolis cadets. Déjà. Ils nous font tirer au sort pour nous conduire à la mort. On ne peut pas faire plus explicite que ça. On peut pas. La chanson a été reprise d'ailleurs par Marcel Mouloudji ensuite et Guy Béard au XXe siècle pour vous montrer à quel point cette musique résonne encore, elle a une postérité. Il existait déjà un service. Oui, c'était vraiment tout nouveau? Non, alors sous forme différente. Sous l'Ancien Régime, ça existait. Ça s'appelait la milice provinciale et ça concernait uniquement les populations les plus pauvres, toujours avec le tirage au sort. Il y avait énormément d'abus à l'époque. D'accord, et c'est les célibataires, je crois, qui étaient concernés. Oui, les célibataires aussi. Oui. Le nouveau service militaire, celui donc de 1798, il dure 5 ans et les jeunes sont également recrutés, vous l'avez dit, par tirage au sort, mais c'est plus seulement les plus pauvres, les célibataires, c'est pour tout le monde. Effectivement, mais les plus fortunés, comme toujours, ils sont tirés au sort. Voilà, ils achètent la population contre une petite somme d'argent. Ce service militaire est supprimé durant la Restauration. 3 ans plus tard, un nouveau système voit le jour en 1818 sous Louis XVIII, avec la forme d'un service militaire long de 6 ans quand même. La règle est toujours la même. On a le tirage au sort et on a aussi la possibilité de se faire remplacer. À quel moment le service militaire prend la forme qu'on lui a connue? Alors je dis on, pas vous, vous êtes... Vous non plus. Ça se déroule en plusieurs étapes. Comment vous non plus? Comment? Qu'est-ce que vous êtes? Si, moi si. Ça se déroule bon, après, l'armée n'a pas voulu de moi, mais ça notre débat. En 1870, quand même, vous connaissez. 1870, j'y étais pas. C'est beaucoup trop ancien. Et voilà. Alors là, on a une petite révolution pour ce service militaire, puisqu'il n'est plus possible pour un appelé de se faire remplacer. Quand même, petite révolution. Ouais. En 1889, on a la notion d'universalité qui apparaît. Le service militaire concerne enfin toutes les strates de la population. En 1905, nouvelle étape importante, le tirage au sort est abandonné et la durée du service militaire est réduite à 2 ans. Elle passera à 3 ans, cas particulier à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est ça, et puis ça va continuer à diminuer, ça va redescendre à 1 an, je crois en 1928. C'est ça.
Ça remonte, j'imagine, avec la Seconde Guerre mondiale, non? Oui, effectivement. Et on a 18 mois en 1950. Particularité quand même durant la guerre d'Algérie, c'est le dernier conflit armé à réquisitionner des appelés. Ils sont 1,5 million mobilisés sur le sol algérien, qui appartient à la France, ce département, pour une durée de 30 mois, 2 ans et demi. Il finit par être supprimé définitivement par Jacques Chirac en 1996. Et depuis, tous les Français et Françaises d'au moins 16 ans doivent passer une journée de défense et citoyenneté qui a remplacé ce système militaire. Merci beaucoup, Brandon. On se retrouve pour la récré tout à l'heure. Avec plaisir aussi. Insa Sané, Carambolage. Insa Sané, notre invité dans le grand oral de la quotidienne pour son nouveau livre Carambolage, c'est aux éditions Nathan, avec ce personnage de Philidier, transfuge scolaire et social, parce qu'il se retrouve dans un univers où tout lui est absolument étranger, parce que ses parents l'ont voulu. C'est les parents qui l'ont inscrit dans un lycée de centre-ville. Mais quand vous voulez décrire l'étonnement de Philidier quand il arrive chez Christelle, c'est pas le quartier, c'est pas la taille de l'appart, c'est le fait que ça ne répond pas à des stéréotypes. C'est-à-dire qu'en fait, il est heurté. Je ne sais pas s'il est heurté ou pas d'ailleurs. En fait, ce qu'il remarque, c'est que ça ressemble pas. Ça ressemble pas à un truc Ikea. Je crois que vous le dites comme ça. C'est ça, exactement. Ouais. Mais derrière ça, il y a une violence terrible en même temps. En fait, il y a l'endroit où on est, l'environnement où on est. J'ai un très bon ami qui est paysagiste et qui parle d'environnement. Et l'environnement où on est participe également à la construction de notre psychisme, participe à la façon dont on se considère aussi. Et ce qui, tout de suite, ce qu'il remarque, effectivement, c'est que l'appartement de sa copine, n'est pas né avec une idée Ikea. Il y a quelque chose qui est pas forcément établi, quelque chose qui est pas forcément industriel, qui est plus intimiste. Et cet intimisme, c'est ce qu'il ne retrouve pas également chez lui. Et d'ailleurs, il dit exactement une chose, c'est que le seul truc que la banlieue n'a pas envié au centre-ville, c'est la malbouffe. C'est les kebabs. C'est les kebabs. Il y a un petit arrière-plan politique dans le bouquin quand même, entre un Philidier anticapitaliste et une Christelle que moi je vais qualifier de macroniste. En gros, elle dit qu'il faut prendre le monde tel qu'il est. Elle est plutôt libérale. Mais libérale en même temps, quoi. C'est-à-dire qu'elle se rend compte que le social, ça existe. Ouais. C'est la fracture d'aujourd'hui, le rapport au modèle économique. Le modèle économique qui est ancien maintenant et qui est vieillissant, notre modèle économique qui périclite depuis des années et qu'on essaye de maintenir à coup de subventions publiques, etc. Ce modèle économique crée des tensions également à l'intérieur du système. D'ailleurs, on entend souvent, oui, les chômeurs, c'est parce qu'ils cherchent pas du travail. Il y a une partie de la population qui vit sur le dos des autres. Tout le discours sur l'assistanat. Les riches qui pervertissent notre société. Donc on est tout le temps dans des antagonismes. Et peut-être qu'il serait temps également de refonder un nouveau système économique qui soit plus enclin à regarder le monde d'aujourd'hui tel qu'il est. Et puis les aspirations des gens. Je rencontre des jeunes, des étudiants qui pensent pas du tout comme moi je pensais quand j'étais jeune. Eux, quand ils envisagent leur métier, ils envisagent un métier qui serve également à l'environnement, au monde. Ils mêlent le social, ils mêlent l'environnement et tout. Donc c'est des nouveaux schémas de pensée. Il faut pouvoir ouvrir la porte à un système pour que ces jeunes s'y engouffrent et qui nous créent un monde meilleur. Forcément, il y a de la musique dans Carambolage. Vous êtes musicien, vous êtes slammer, vous êtes rappeur. Il y a un texte. Alors j'ai essayé de regarder sur Internet. Est-ce que ça existe? Je n'ai pas trouvé d'ailleurs. C'est mon texte. Et voilà. En exclusivité. En exclusivité sur School TV. Ouais, exactement. Allez, d'ailleurs, extrait. avec le livre, on peut, en le scannant la première page, on peut écouter la chanson. Génial. Voilà ce que j'ai pas fait. On l'entend avec la musique. Super. Quand la seule richesse qu'on a, c'est la rue, la cité devient vide comme une mer. On chérit ses tours, ses bruits et ses odeurs. On a grandi au sein de ses entrailles et elle a autorité sur nous. Sans elle, on n'est rien. Notre histoire et notre nom, c'est à elle qu'on les doit. Elle doit être fière de nous comme on est fier d'elle. Et je suis sûr que ces immeubles n'étaient pas censés accueillir des hommes mais des bêtes. De la ferme, les animaux ont cru devenir maîtres, mais ils ont cessé d'être. Oui, je suis sûr que ces immeubles n'étaient pas censés accueillir des hommes, mais des bêtes.
De la ferme, les animaux ont cru devenir maîtres, mais ils ont cessé d'être. Elle doit être fière de nous, alors on se doit de la protéger parce que l'enfer c'est les autres. Autrement, on ne vivrait pas ici. Au fond de moi, je crois réellement que si on a donné à cette ville fourmilière des noms de fleurs, d'oiseaux, de poètes et de héros, c'est à la seule fin de cacher la mère vérité. En ces lieux, il n'y a pas de douceur, rien qui garantisse le printemps. Ah bon. Et donc, on peut la voir avec la musique, Exactement. en scannant le QR code. La ferme des animaux, on a Orwell, l'enfer c'est les autres, on a Sartre, tout ça est quand même très référencé. Je voudrais juste dire un mot avant la récré d'un sujet que vous avez abordé, mais effleuré en tout début d'émission. Le rapport aux institutions en général, à l'école, à la police en particulier, il est aussi très présent, le carambolage, contrôle aux faciès, violence policière. Enfin, vous en faites pas un... J'en fais pas des tonnes, parce que ça fait mais c'est là, partie quoi. du décor. Oui, voilà. Bah, c'est terrible ce que vous venez de dire. Malheureusement. Et si le secret de la vie, c'était d'embrasser la vie et qu'importe les carambolages, s'embrasser envers et contre tout, envers et contre moi. Hein, c'est un truc qu'on va essayer de faire après la récré. Je pense qu'on va le faire en vrai, mais on va parler en tout cas de l'empathie et d'aller vers l'autre, qui est le vrai sujet de carambolage. La récré, Brandon Noiret. La récré avec Brandon Noiret. Brandon, rebonjour. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, vous nous parlez de la découverte d'un squelette entier de femme dans la ville antique de Briga, dont j'ai cru avant de vous dire que c'était du côté de Pompéi ou je ne sais où, mais pas du tout. Oui, pas du tout. Et pas non plus Braga au Portugal non plus. Voilà. Non, ça c'est le Pompéi normand, on peut dire ça. D'accord, Ça, voilà, surnommé c'est comme ce que ça, j'ai cette ville découvert. antique. Ça se passe en Normandie, pas loin de la ville d'Eu, hein, dans Seine-Maritime. Et lors des fouilles estivales, début juillet, les archéologues ont exhumé un squelette vieux de 1300 ans, qui daterait de l'époque mérovingienne, du début du 7e siècle. C'est la première fois que les archéologues ont fait une telle découverte sur le site de Briga. Jamais un corps entier n'a été découvert. À votre avis, quelle taille ce squelette humain ? Je dirais la taille du Guesclin, donc 1m60. Oui, c'est pas loin, effectivement. 1m45. Extrêmement fort, hein, bravo. Super fort. Ah ouais, très très fort. D'où vous savez que du Guesclin, vous avez 60. J'adore l'histoire et j'ai été déçu le jour où j'ai vu son tombeau. En fait, Ah ouais, c'est tout petit truc. Du Guesclin, c'était censé être le grand méchant. Ben ouais. En fait, c'était C'est un ça. petit... L'histoire romancée par les Et alors là, le chroniqueurs de squelette, l'époque. il fait combien 1m45. D'accord. Et c'est... Oh, ça va, on va arrêter de faire. Et moi, 1m45, ça m'arrive là. Et donc, c'est pour ça que les archéologues ont dit que c'était un squelette de femme, juste parce qu'il est pas très grand. Ah bah non. Il y a une boucle de ceinture qui a été découverte. Ouais. Et un petit couteau, typiquement féminin, c'est ce que disent les archéologues. D'accord. Alors évidemment, cette découverte va apporter un éclaircissement pour les archéologues, mais ce qui complexifie beaucoup les analyses des archéologues, c'est ce que le site a été abandonné au IIIe siècle de notre ère. Donc il y a un anachronisme. La femme a été enterrée très longtemps après l'abandon de la ville, alors que les Mérovingiens, eux, regroupaient leurs défunts sous forme de cimetière, ceux qui ont inventé le principe du cimetière. Alors pourquoi était-elle à cette époque? Était-elle une marginale? En tout cas, les os ont été récupérés, lavés et ramassés, envoyés dans un laboratoire d'archéologie. On aura une réponse normalement dans les prochains mois. Ah bah vous allez suivre tout ça. Ah oui, puis on vous tiendra au courant sur ce que C'est génial. C'est passionnant. Le squelette, comment on va l'appeler? 1m45, Madame ouais. du Guesclin. Très petit squelette, et bravo. Hein, dans nos codes à nous, ça va être Madame du Guesclin. Vous donnerez de ces nouvelles. Merci beaucoup, Brandon, pour cette récré, ce petit voyage scolaire en Normandie, du côté de la forêt 2. Carambolage, Insa Sané, grand oral. Carambolage donc, qui est le titre du nouveau livre d'Insa Sané, auteur notamment de Sarcelles Dakar, de Du plomb dans la tête, des cancres de Rousseau. Un texte bref, cette fois, une 50aine de pages, qui dresse un portrait inquiet des relations entre les jeunes, pas seulement, j'allais dire en banlieue, mais pas seulement d'ailleurs, hein, des relations entre les jeunes, du rôle de l'école, de la banlieue aussi. Il y a un petit peu question de la religion aussi, hein. Il y a une remarque qui vient tout de suite de la mère de Christelle, qui dit tu ne le connais pas, elle parle de Philidier, je suis sûr que sa mère porte le voile islamique. Non mais il se marre maintenant, c'est vous qui l'avez écrit quand même. L'interdiction de l'abaya ou l'officialisation de l'interdiction de l'abaya selon les... selon ceux qui disent que c'était déjà interdit. Grande bêtise habituelle, mais le propre du politique, c'est, comment dirais-je, quand on pense qu'ils sont au fond du trou, ils peuvent encore creuser. Et c'est une stupidité absurde. Enfin, comment on peut reconnaître une robe ample d'une abaya? Comment on fait? Est-ce que c'est justement, est-ce que c'est à la tête du client qu'on va dire ah bah toi c'est une abaya, toi c'est une robe de soirée? Et puis à un moment donné, il faut arrêter, il faut foutre la paix aux femmes.
faut sérieusement leur foutre la paix. On est tout le temps en train, et c'est le propre de nos religions monothéistes, hein, de tout le temps vouloir enfermer la femme dans son corps. Mais laisse le corps. C'est l'exemple que je donne souvent aux gamins. Tu vas en Afrique, il y a des femmes qui ont les seins nus, qui allaitent leurs femmes, mais leurs enfants. Si t'es dérangé, c'est ton regard qui est dérangeant. Là, il n'y a aucune sexualité dans le sein. Un homme qui se met torse nu, il n'y a aucune sexualité là-dedans. C'est que de la peau. Donc finalement, le fait de tout le temps vouloir débattre sur ce que doit porter, sur ce qu'on doit... parce que quand on parle de laïcité, ça tourne tout le temps autour de l'habit et du comportement de la femme. Et à un moment donné, il faut sortir de ça. Et de l'islam, beaucoup, parce qu'on est... Malgré la loi qui avait dit que le signe extérieur ostensible, ça pouvait aussi être une grande croix ou une kippa. Bon, problématique qui se pose finalement relativement peu. Puisque, exactement. Et puis, je crois que la laïcité, c'est d'abord protéger les citoyens, pour que chacun puisse croire ce qu'ils veulent, croire aux extraterrestres si on veut, etc. Mais l'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. Et faire en sorte que, bah oui, c'est pas parce que tu rentres à l'extérieur ta religion, quand tu rentres là, bah c'est aussi l'endroit idéal pour débattre, pour parler de ces sujets-là, pour rassembler. Une nation, la France, c'est un grand melting pot. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à créer une fiction pour chacun des enfants français, eh ben on ne créera pas la nation. Ouais, la nation de demain. Et si on exclut une partie de ces enfants, bah, la nation de demain, ce ne sera pas la France qui doit ressembler à ce qu'elle doit être. Rôle de l'école qui est essentiel, on l'a dans Carambolage, évidemment, on en parle beaucoup sur School TV. Vous dites à un moment, il y avait des profs qui souvent étaient terrifiés par ces gamins dont on disait tant de mal dans les journaux et à la télévision, alors qu'ils ne les connaissaient pas vraiment. Fin de citation. C'est quelque chose que vous avez observé, vous, des profs qui ont carrément peur ouais. Bah, quand ils prennent leur premier poste à Sarcelles, bah, déjà, ils ont lu le Figaro, ils ont regardé BFM, donc ils se disent ouais ça va être la jungle. Attends, je me suis dit, il va citer Valeurs Actuelles ou le JDD, mais pas le Figaro ou BFM ou CNews éventuellement, mais bon. Mais pareil. En fait, le truc c'est que quand j'étais élève, bah oui j'avais des profs qui avaient absolument peur de nous, mais parce qu'ils étaient pétris d'a priori, et finalement les profs qui restaient c'était souvent les plus géniaux parce que eux avaient su tirer et savaient pourquoi ils étaient là et trouver une putain de satisfaction à être là et à donner du sens aussi à sa vie. Voilà. Les émeutes, juillet, comment vous les avez vécues, comment vous les avez comprises? Il y a beaucoup de gens qui ont été frappés, des travailleurs sociaux, des enseignants, des gens qui étaient beaucoup présents sur le terrain, sur le fait que là on avait affaire à des ados jeunes, beaucoup plus jeunes en tout cas qu'à l'époque de 2005, et beaucoup disaient là maintenant on ne peut pas leur parler. Et on pourra de moins en moins leur parler parce qu'on a refusé de les parler. Ce qui est hallucinant, et ça recommence, hein, comme en 2005, quand j'étais invité sur les plateaux, je disais, mais c'est bizarre, moi je suis invité, les profs sont invités, les politiciens sont invités, les grands frères sont invités, les services sociaux sont invités, mais il manque l'accusé. Et tant qu'on ne veut pas écouter l'accusé, on pensera que c'est un sauvage. Mais, comment dirais-je, ces émeutes, elles ont un sens. Comment, depuis des décennies, on répète que les contrôles aux faciès, il faut les arrêter, et personne ne veut... J'ai eu un procès en 2008, parce que j'ai refusé de présenter ma pièce d'identité à un agent de police qui me tutoyait et... j'ai filé une cigarette à un jeune, les flics sortent à ce moment-là et ils viennent me contrôler et je dis mais donnez-moi une raison pour que je vous présente ma pièce d'identité, parce que je suis la police. Alors je rappelle qu'il est un agent de police et pas la police. Et ça a dégénéré. Quand quand je suis au tribunal, le juge me dit « Mais qu'est-ce que vous faisiez à Gare du Nord? Vous savez pas qu'on n'a pas à rester à Gare du Nord ?» Je dis « Mais j'habite à Sarcelles, je suis obligé de passer par Gare du Nord pour rentrer chez moi. Oui, mais on fréquente pas. » Vous voyez le délire. Donc on est jugé par des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un contrôle d'identité, qui savent pas ce que c'est qu'être humilié, qui savent pas que le fait de se retrouver contre le mur, les jambes écartées devant les chalands, et ben ça fout la honte. Et en même temps, parce que les flics ont failli me tuer ce jour-là, ils m'ont filé leur fameuse prise, j'étais en train d'étouffer, une femme crie « Mais faites quelque chose, ils vont le tuer », et un homme répond « Mais s'il en est là, c'est qu'il a bien cherché ». Ok. Voilà où on en est. Voilà où on en est, 2008. 2008. Vous l'avez gagné au procès? Comment? Et le procès?
Le procès, j'ai perdu. On gagne jamais contre la police. Waouh. Allez, on va quand même se quitter avec un sourire. Enfin, se quitter, il y a Candice qui va arriver. La phrase que je citais tout à l'heure et qu'évidemment je ne vais pas retrouver tout de suite, mais c'est la fin du bouquin. C'est la phrase où on s'embrasse, c'est la phrase de l'amour. Juste derrière. Juste derrière. Non, j'ai tout embrouillé. Allez. Alors, je vais la lire. Mais ouais. Et si elle est là, et si le secret de la vie, c'était d'embrasser la vie et qu'importe les carambolages, s'embrasser envers et contre tout, envers et contre moi. La solution, l'amour. L'amour et surtout se remettre en question. Vous restez avec nous ? Bien sûr. On va voir si Candice est d'accord. Elle a essayé de comprendre ce qui se passait avec ses ados. C'est encore une autre affaire. Brandon, merci beaucoup. Merci, Emmanuel. Merci. Candice Anzel, conseil de famille. Conseil de famille, c'est un nouveau rendez-vous dans la quotidienne avec Candice Anzel. Candice, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. On va parler toute cette année de parentalité. Un scoop aujourd'hui, histoire de commencer quand même par quelque chose de solide. Peut-être avez-vous demandé à votre ado hier, alors cette première journée de cours, comment ça s'est passé? Et peut-être que vous avez dû vous contenter d'un « ça va » en guise de... Je l'ai bien fait? Ouais, vachement. Ok, super. En Non, guise de c'est réponse. encore plus nonchalant. Peut-être êtes-vous un peu frustré, vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé. Candice a enquêté. Oui. Alors j'annonce avant tout que toute ressemblance avec deux ados vivant sous mon toit serait absolument fortuite. Ok, Voilà. merci les enfants de C'est Candice. dit. 7h15, votre ado, encore tout endormi, sort de son lit, entraînant des pieds comme s'il était équipé de sacs de ciment. Pour les parents qui galèrent le matin et qui doivent forcément l'arracher à son oreiller, je vous donne une petite astuce. Voilà, vous installez son réveil loin du lit, comme ça, il sera obligé de se lever. C'est pervers. Mais oui, mais il sera obligé de se lever pour l'éteindre. Voilà, Ok. c'est cadeau. Par contre, vous vérifiez quand même qu'il le débranche le week-end parce que oui, l'ado fait la grasse mat. Donc ce serait quand même un peu dommage de ne pas en profiter, vous aussi. Alors 7h45 ce matin, votre ado est en mode Fashion Week. Il a enfilé et il a retiré 15 t-shirts. Il s'est mis devant le miroir avant de trouver la tenue qui sera celle qui sera son arme secrète de la journée. Et comme par magie, les chaussettes ont toujours un talent pour disparaître juste au moment où on en a le plus besoin. Maman, elles sont où mes chaussettes blanches? Dans ton placard, chérie. Non, mais... Deuxième tiroir à gauche. Bon, chez moi, c'est la machine à laver qui mange les chaussettes. Et Enfin, bon. c'est un grand classique. 8h30 8h30 devant le collège, entre ceux qui ont une nouvelle coupe, ceux qui ont pris 15 cm et ceux qu'on connaît même pas. Tout le monde se toise en mode œil de pigeon. Vous connaissez l'œil de pigeon? Non, allez-y. Ça, œil de pigeon sur le côté là. Feuille de pied. Les frérots se baladent en groupe armés de sacs à dos beaucoup trop remplis comme s'ils partaient en expédition dans la jungle urbaine, alors que les meufs rivalisent et font des selfies en mode duckface. Je sais pas si je le fais bien, franchement, mais bon. Et elles sont prêtes à devenir des influenceuses avant même le premier cours. Elles font des playbacks TikTok sur du Tiakola, comme ça, en se touchant un peu les mèches de cheveux, devant les yeux médusés de ceux qui jouent les indifférents, évidemment, mais qui loupent rien du show. 9h. 9h, le moment tant redouté arrive enfin. Nouvelle classe, nouvelle salle. Chacun commence à jouer aux chaises musicales et tente de trouver une place à côté de son BFF. Je traduis Best Friend Forever. Appelé également en 2023 Le sang ou ma vie. Un cœur. Non, un demi. Un demi. Et c'est l'autre qui fait l'autre demi. Ça se complète. Excellent. Ça se complète. 10h30. 10h30, pendant la récré, chacun compare ses nouveaux profs et son emploi du temps à trous. Oh, c'est relou le lundi. Semaine A, on finit à 14h30. Semaine B, 17h. Oh non, Souvenir. t'as trop de la chance, t'as monsieur Mougel en maths, mais j'adore, il est trop sympa. Par contre, j'avoue, Madame Pietri, en français, c'est trop la reste, quoi. 11h. 11h, Mr. Green, le nouveau prof d'anglais avec sa chemise verte assortie à ses chaussettes, Ouais, prof d'anglais en même temps. débarque pour présenter son programme de l'année. Mais toute la classe est déjà ailleurs. Et ça papote avec les voisins, ça échange des regards complices, ça fait circuler des mots et ça compte le nombre de minutes avant la sonnerie. Midi, la sonnerie. Oui, la sonnerie retentit enfin et c'est un véritable choc électrique qui semble réveiller certains ados qui étaient encore en mode veille. C'est parti, le bal des cahiers commence avec des pages qui volent dans tous les sens et des élèves qui s'enfuient tels des oiseaux migrateurs pour survivre contre la faim. Et ça tombe bien, ou pas, parce que c'est l'heure de la cantine. Alors, ce lieu mystérieux où la nourriture semble tout droit sortie d'une expérience culinaire digne d'un repas
presque raté. Les ados s'échangent des astuces pour faire disparaître discrètement les légumes dans les serviettes pour, au final, ne manger que... Du pain. Du pain, évidemment. C'est du vécu. 13h30, retour en classe. Retour en classe, les ados continuent d'essayer de se fondre dans le décor, évitant les regards interrogateurs des professeurs qui semblent finalement tout aussi perdus qu'eux. Chaque prof tente désespérément de maintenir un semblant d'ordre dans cette frénésie ambiante, mais franchement, c'est pas gagné. 15h. 15h, de nouveau la récré. Récré. Entre les amitiés changeantes et les crushs éphémères, les plus grosses rumeurs explosent enfin. Oh, tu ne devineras jamais ce qu'elle m'a dit. À Skip, son ex, il s'est mis avec sa meilleure amie. C'est pas ouf ça? Si, c'est ouf. En 2023, l'ado se met en couple. C'est chaud. 17h, après on arrête. 17h, c'est pour vous un petit slim. Un petit slam. Un slim. Je rêve. Un petit jean slim. Voilà. Un petit slam. Après avoir fait semblant de charbonner, tout le monde se retrouve devant le collège. On croise les amis qu'on a à peine vus dans la journée et avec qui on ne sera pas cette année, et ça, c'est vraiment trop gaze. On se raconte les meilleurs moments des vacances passées avec des gestes nonchalants ou totalement exagérés. Les groupes WhatsApp des nouvelles classes commencent à fuser, puis chacun rentre avec ses potes du même quartier. On se promet de se tenir au courant par WhatsApp tout à l'heure, parce que oui, forcément, dans la vie d'un ado, tout peut changer de spi en quelques heures. Dingue, merci beaucoup. Super rentrée, on sait tout maintenant, Cordis. Insa, merci. Je fais vite maintenant parce que l'émission se termine. Cœur, hein, genre comme ça. Allez, cœur. Insa, cœur. Et cœur aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont, Marine Plantec, assistée par Cécilia Brio. Mathieu Sullivan, c'est au son. Angèle Jean Girard à la réalisation. Carambolage, c'est du Insa Sanet. De toute façon, quand c'est du Insa Sanet, vous lisez, vous faites confiance. Ça, c'est chez Nathan. En plus, c'est tout petit, ça fait 57 pages. Bonne journée. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.